tous, bienvenue à notre webinaire organisé avec Ministry. Je m'appelle Julien Louis et donc je suis chercheur en nutrition du sport. Donc je travaille à l'université, je fais de la recherche en nutrition du sport pour optimiser la performance des sportifs et je suis aussi nutritionniste de nombreux sportifs et notamment de l'équipe cycliste Décathlon CMA-CGM. Et ce soir, nous avons l'honneur d'être bien accompagnés avec un des meilleurs triathlètes au monde, Sam Laidlaw. Sam, si tu veux bien te présenter. Ouais, donc bonjour à tous, bonsoir à tous. Moi, c'est Sam Laidlaw, j'ai 27 ans et je suis triathlète professionnel plutôt sur les distances Ironman. Et voilà, j'ai fait ma plus grosse réussite, on va dire, c'est d'être champion du monde en 2023. Et voilà, j'ai signé avec Ministry il y a 2 ans je suis venu d'ailleurs d'une marque qui est très connue. Et pour moi, ça me faisait sens et j'y croyais dans cette marque et dans ce projet. Donc voilà pourquoi je suis leur athlète. Très bien, merci Sam. Donc l'objectif ce soir, hein, c'est d'échanger sur la thématique de la nutrition du sport, bien sûr. Donc l'idée c'est que chacun reparte avec un plan de ravitaillement clair, applicable dès demain dans votre pratique. On va aborder un certain nombre de thématiques. Je vais les lister rapidement et puis ensuite on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis Sam, si tu le veux bien, je vais te poser un petit peu des questions pour comprendre comment toi tu fonctionnes et ce sera intéressant de partager avec tous. Donc on va vraiment s'intéresser d'abord aux glucides, parce que les glucides c'est le carburant de la performance, c'est la clé. Alors comment optimiser l'apport en glucides, quelle quantité, quel type de glucides, quelle fréquence, ça va nous intéresser. Ensuite on va parler d'hydratation. Et donc, comment on peut bien s'hydrater à l'effort? On va parler peut-être des conditions environnementales. Je pense que c'est important. Quel est ton avis par rapport à ça et tes stratégies que tu peux employer? On va parler également de l'entraînement, on va dire l'entraînement à s'alimenter à l'entraînement et en course pour s'habituer en fait, s'habituer à s'alimenter, être prêt le jour de la course. Il y a un entraînement, notamment des intestins à effectuer pour s'y habituer. Donc je pense que c'est important d'en parler. Et puis on va aborder le jour de course. Qu'est-ce qu'on fait le jour de la course pour être prêt? Et c'est là que voilà, on pourra proposer un ravitaillement type ou un plan nutritionnel type en course. Je vous partagerai également mon expérience avec les cyclistes professionnels, comment on fonctionne. Et ensuite, on passera à la récupération, donc un post-exercice, comment est-ce qu'on optimise la récupération, que ce soit après un entraînement ou après une course. Donc on va parler notamment de la fenêtre idéale, des types d'aliments à apporter, des types de boissons également. Et puis on finira par un petit peu de manière ludique les erreurs fréquentes, celles que tu peux voir peut-être, Sam, aussi, dans ta pratique, les erreurs fréquentes, et puis on proposera quelques solutions. Et puis on finira par des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter dans le chat. Il y a un chat, vous pouvez ajouter des commentaires et des questions, et on y répondra à la fin. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Donc n'hésitez pas, surtout, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes sont très intéressantes. Donc voilà, on a quelques slides pour accompagner notre discussion, pour suivre ces grandes thématiques que je viens de présenter. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre quelle est la théorie, mais également quelle est la pratique, comment est-ce qu'on adapte la science sur le terrain, et quels sont certaines fois les défis rencontrés. Donc on va s'intéresser à ça. La tolérance digestive à l'effort, parce qu'on a des recommandations à suivre, c'est la théorie, mais certaines fois c'est assez difficile à suivre. Donc c'est là où on va intégrer l'entraînement, notamment des intestins. Et puis la performance, quel est l'impact sur la performance? On va en parler. Il est bien connu maintenant que la nutrition est un élément clé de la performance dans les sports d'endurance notamment, sport énergétique, et donc à optimiser. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre avec la thématique des glucides. Donc comme je l'ai dit juste avant, et vous voyez bien répété sur cette slide, les glucides, c'est le carburant privilégié de la performance sportive. Et de manière générale, plus l'intensité augmente, plus les glucides vont être utilisés. Donc on dit que c'est le carburant de la performance parce que c'est celui qui va être mobilisé de la manière la plus rapide pour augmenter l'intensité d'exercice, le carburant le plus efficace comparativement aux graisses pour apporter de l'énergie. Pour résumer,
pour chaque litre d'oxygène que l'on utilise, que l'on inspire, et que l'on va utiliser pour oxyder, pour utiliser les deux carburants principaux, glucides et lipides, on arrive à fournir plus d'énergie en oxydant des glucides que des lipides. Donc, d'où l'intérêt d'avoir suffisamment de glucides dans le corps, sous forme de glycogène. C'est comme ça qu'on les stocke dans les muscles et dans le foie, mais également apportés par l'alimentation. Donc, c'est pour ça que dans les sports d'endurance, on insiste vraiment sur l'apport glucidique. J'imagine que tu manges beaucoup de glucides, Sam, à l'effort. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu procèdes, notamment par exemple à l'entraînement? Est-ce que tu as des cibles peut-être glucidiques que tu cherches à atteindre, des quantités précises en fonction de des types d'entraînement? Alors oui, comme tu as dit, généralement, plus l'intensité de la séance est élevée, plus on sera sur une quantité de glucides élevée, et aussi en fonction on va dire de là où je suis dans ma phase d'entraînement, parce que en fait, souvent quand on reprend l'entraînement, par exemple, on est beaucoup on est beaucoup moins efficace, pardon, métaboliquement en fait. Oui, Donc peut-être qu'au début d'aller faire 2 heures de vélo, ben, on est en train de brûler plus de glucides que quand on est très en forme. Donc au final, c'est très difficile de mettre un point fixe et de dire, bon, quand c'est en zone 1, en zone 2, je prends 50 grammes par heure et quand c'est intense, je prends 120. Mais généralement, moi, j'essaye d'avoir une ou deux séances clés ou vraiment par semaine, on va dire, où je me oui, focalise sur le plan en gros que je suis en course qui généralement tourne autour de 120 grammes par heure. d'accord. J'ai déjà essayé par le passé de monter plus haut, mais en fait, moi, le facteur limitant pour moi, c'est souvent l'hydratation. Et c'est compliqué pour nous avec les ravitaux et Hmm, sachant que c'est différent du cyclisme où nous on n'a pas notre propre équipe, on est un peu dépendant en fait des ravitaux de course et d'accord. souvent d'ailleurs même on manque des bouteilles et donc voilà, moi j'ai un peu réduit même si 120 c'est énorme, mais j'ai un peu réduit comparé à il y a quelques années pour me focaliser vraiment sur l'hydratation et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais j'ai aussi Oui, même changé le ratio en fait. Pareil pour privilégier l'hydratation. Donc, je suis plutôt sur un glucose au fructose de 2 à 1, même si là, il y a beaucoup de gens qui sont sur du 1 à 0,8. oui, en effet. D'accord, c'est très intéressant. Et donc, pour comprendre, tu disais, vous êtes dépendant en fait en triathlon des ravitaillements proposés par l'organisateur. Donc, tu les testes, tu fais en sorte de tester peut-être des marques différentes à l'entraînement. Tu fais comment? Ouais, souvent c'est compliqué parce que des fois c'est des marques, par exemple aux US, enfin souvent par exemple à nos championnats du monde aux US, c'est des marques qu'on peut même pas avoir forcément, enfin qui sont dures d'avoir ici et c'est des marques qui sont D'accord. pas forcément de qualité. C'est souvent le sponsor, on va dire, qui paye le plus cher à l'épreuve qui est fourni. Mais moi j'en ai payé vraiment les conséquences à Hawaï en fait l'an dernier. Hmm, J'étais en train de mener la course et en fait j'ai loupé les 8 premières bouteilles en fait parce que j'ai souvent en fait la première personne hmm, il se tape en fait un nouveau bénévole à chaque fois vu que c'est des bénévoles nous qui nous donnent des bouteilles et nous on arrive à oui, 45 km/h et en fait je loupe une bouteille puis deux bouteilles puis trois bouteilles et en fait à chaque fois en fait le premier athlète ou les deux trois premiers c'est un peu le cobaye en gros pour ces bénévoles pour donner des gourdes et je comprends. du coup voilà en fait ouais, pour l'anecdote, après, je me suis quasiment arrêté pour essayer de prendre des bouteilles. Et c'était même pas. Enfin, j'ai essayé de rattraper et j'ai pris trop de sodium d'un coup. Hmm, Et ensuite, ça m'a fait un déséquilibre où mon ventre il commençait à gonfler en fait. Et à partir de là, bah, l'estomac n'absorbait plus rien en fait. hmm. Et donc, après, voilà, ma course, voilà, j'ai fini, mais on va dire qu'elle s'est terminée plutôt que prévu. D'accord. En effet, c'est un vrai exercice de passer des bidons, passer le ravitaillement en course. On Ouais, connaît ça en cyclisme, et c'est vrai que nous-mêmes dans le staff, on s'entraîne. On a des séances ouais, ouais. d'entraînement en stage durant l'hiver où on apprend à passer les bidons à 45 km/h parce que c'est capital et il faut essayer de pas trop souper en effet, pour que les cyclistes ne manquent pas de ravitaillement. Donc c'est intéressant Ouais, cette anecdote parce que, on la vit également, sur le terrain en cyclisme, ouais. Mmh. ouais, 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 j'imagine. Ouais. Très bien. Et quelle forme de glucides? Alors tu disais que tu privilégies plutôt les liquides maintenant. Est-ce que c'est pareil à l'entraînement? Est-ce que c'est plutôt une base liquide ou est-ce que tu alternes d'autres formes, d'apport glucidique? Non, alors, ouais, pour revenir un peu en arrière sur mes stratégies à l'entraînement,
En fait, je pense qu'une chose qui est importante à noter, c'est que, on va dire que, en fait, pour moi, en fait, la nutrition presque qui est pas pour la performance, elle est très différente de celle qui est pour la performance, en fait. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confus un peu entre ces deux parce que, au final, quand on est en train de pousser à fond, il y a très peu de sang dans notre estomac et en fait, il faut des trucs qui sont relativement faciles à digérer, mais c'est pas forcément ça, c'est pas forcément bon pour la santé. Il ne faut pas prendre ça tous les jours. Et nous, en tant qu'athlète pro, ben, on s'entraîne entre 20 et 30 heures semaine. Donc, c'est sûr que si on prend que des gels, au final, le gel, ça reste, le gel ou même les poudres, ça reste un index glycémique très haut. Et en Oui, fait, moi, c'est ça que j'ai aimé en fait chez Ministry, c'est que vraiment eux, ils ont compris. En fait, c'est les premiers pour moi qui ont compris qu'il y avait que la santé des athlètes était importante à long terme. Donc, c'était par exemple, les autres marques, ils font des produits qui sont corrects, mais c'est oui, vraiment purement pour le jour de course pour moi, ou purement pour les efforts très intenses. Et oui, Ministry, ils sont arrivés en fait et ils ont proposé une gamme qui est vraiment complète en fait, qui va aussi prendre en compte un peu ta microbiote intestinale, hein, parce qu'au final, si tu prends que des gels tout le temps, bah, ça va oui. pas être top pour ta microbiote. Donc voilà, moi c'est sur des sorties, là ce matin par exemple, j'avais 3h30 de vélo et j'ai mangé 3 bars et un gel et puis un peu d'hydratation en termes enfin avec de la poudre quoi. Donc sur les séances comme ça, aéro et surtout l'hiver, je mange plus de bars. Et des fois aussi, je varie même avec des trucs que je fais moi-même, par exemple, pas parce que je n'aime pas le produit, mais quand on s'entraîne beaucoup, comme les cyclistes, c'est bien de varier. Donc des fois, je prends une banane ou des fois, je me fais des gâteaux de riz, là, des rice Oui, cakes. oui. Il faut de la variété en effet, oui, il faut de la variété pour ne pas se lasser et c'est vrai que la question, du côté naturel, hein, des produits de Ministry notamment comparativement à d'autres marques, hein, c'est souvent en effet quand on consomme beaucoup de produits énergétiques très glucidiques, les additifs, hein, qui sont ajoutés, et que Mm. certaines personnes vont avoir du mal à tolérer au fur et à mesure. Donc c'est les éléments, on va dire, artificiels qui rentrent dans le process de fabrication, hein, et qui vont permettre de donner, de la couleur, de la saveur, de la texture et qui sont malheureusement la plupart du temps pas naturels. Donc en effet, quand on Ouais. consomme beaucoup de ces produits-là, ça peut poser problème sur le long terme. Ça peut dérégler un petit peu ou appauvrir la flore intestinale, créer de l'inflammation et donc c'est Mm. important en effet, pour les athlètes de haut niveau comme toi, de prendre en compte ça, et donc oui, de se tourner vers des produits, on va dire plus naturels, ouais, en effet, ouais. Mmh. Et je veux dire aussi, ça dépend vachement du métabolisme de chacun. Oui, Moi, je suis quelqu'un qui naturellement brûle assez bien les lipides, mais pas très bien. Enfin, je métabolise moins bien les glucides, d'où le fait que je sois un athlète plutôt qui est sur les longues épreuves. mmh, Donc pour moi, c'est pas gênant de prendre beaucoup de glucides parce que je m'entraîne aussi énormément et que de base, génétiquement, je suis plutôt, comme on dit en français, un diesel. Quoi. Donc d'accord. on va dire que moi, je brûle plus facilement les lipides et que c'est important pour moi d'apprendre à mon corps, comme tu disais au tout début, de préparer un peu son intestin et d'apprendre à son corps à ce que le jour de course, quand d'un coup on prend Ouais, énormément de gel, que vraiment on s'en serve. Quoi. très bien, ouais. On va passer sur, une autre, une autre thématique. Du coup, on va voir les, heu, les recommandations, hein, d'apport glucidique. Donc sur cette slide, classique, hein, du moment qui reflète bien, l'actualité scientifique, on va dire les dernières, découvertes scientifiques avec, finalement tout un continuum, hein, qui va de 0 gramme de glucides, peut-être si on fait des séances très courtes. Simplement, on va, prendre de l'eau pour s'hydrater et donc 30, 60 et potentiellement jusqu'à 120 grammes de glucides. Donc ces recommandations sont basées sur la capacité de l'intestin à absorber les glucides, hein. C'est, une des étapes de la digestion. Les glucides ingérés sous forme de barres, de gel, de boisson vont être transportés jusqu'à l'intestin pour être absorbés. Cette capacité d'absorption, on va en parler après, hein, elle est importante et ça s'entraîne, hein. On peut entraîner ses intestins à absorber les glucides et, et c'est important de ne pas commencer tout de suite avec 120 grammes par heure parce que ça va mal se passer. On va avoir des troubles gastro-intestinaux, on va en parler aussi. Et une fois que ça passe l'intestin, ben, le but, hein, c'est que ça aille jusqu'au muscle actif,
hein, donc principalement les muscles du bas du corps, par exemple, hein, si c'est la partie cyclisme ou course à pied, pour nourrir ces muscles actifs. Et donc, on appelle ça oxyder, hein, oxyder les glucides. On va les utiliser pour fournir de l'énergie et pour avancer, pour déplacer les articulations, les muscles, et donc avancer. Donc typiquement, on procède en fonction de la durée d'exercice, hein, bien sûr, qui va aussi avec l'intensité. Globalement, plus c'est long, hein, plus on va augmenter l'apport. Jusqu'à 60 grammes, hein, vous voyez sur la slide, 30 à 60 grammes, on est sur souvent un type de glucides. Donc typiquement, ça va être les glucose ou maltodextrine, hein. L'effet, il est un petit peu similaire en termes d'oxydation. On a des saveurs différentes, bien sûr, mais c'est un petit peu similaire en termes de transport. Ça utilise les mêmes transporteurs au niveau de l'intestin. Et puis après, quand on passe au-delà des 60, hein, on atteint un petit peu les limites de transport intestinal pour le glucose ou maltodextrine, et donc il faut apporter un autre type de sucre. Et donc typiquement, c'est le fructose. Et donc vous voyez différents ratios, hein, deux doses de glucose pour une dose de fructose, donc 2,1 ou 1,08, hein, une dose de glucose ou maltodextrine pour 0,8 doses de fructose. Et donc pourquoi ces ratios? Parce qu'on s'est rendu compte que ce sont les ratios optimaux, hein, pour faciliter l'absorption au niveau intestinal sans troubles intestinaux. Donc on va revenir sur ces troubles ensuite. Et en termes de différents types de formes ou de sources de glucides, hein, comme vous voyez en haut, les boissons, les gels, les bars, peut-être des aliments solides, des bananes ou autres. D'un point de vue oxydation, hein, donc ce qui se passe au muscle, l'utilisation au niveau musculaire, les données de la science, hein, les dernières données nous montrent qu'il n'y a pas de différence entre ces différentes formes. Donc peu importe la forme d'ingestion de glucides, par exemple gel versus boisson ou boisson versus bar, il n'y a pas de différence d'oxydation. En revanche, bien sûr, le côté pratique, hein, la mastication par exemple d'une barre rentre en jeu. Ouvrir également une barre peut être pas très pratique à certains moments de la course. Donc ces considérations pratiques, je pense, et même logistiques, hein, le stockage peut-être des barres dans les poches rentrent en jeu et peuvent conditionner bien sûr l'utilisation de ces différentes formes. Donc, je pense que ça doit faire partie de la stratégie, j'imagine, nutritionnelle en course notamment et aussi à l'entraînement. Est-ce que, Sam, toi, justement, tu prends en compte ces considérations pratiques, j'imagine? En course, tu disais, c'est peut-être plutôt gel et liquide, parce que c'est plus facile aussi, non? Ouais, généralement en course, je prends quasiment que du liquide Ouais. et des fois ce que je vais appeler du semi-solide presque. C'est donc un peu comme une gelée, quoi, on va dire, ou des bonbons. Et ouais, il y a un truc qui est important, je pense, à noter que les gens, je pense, comprennent mal aussi parfois, c'est que j'ai déjà parlé à beaucoup d'amateurs ou quoi qui font un peu de sport. Et en fait, souvent, ils font du sport pour rester en forme. Et en fait, ils sont persuadés en fait que ils ont envie de rien prendre en fait durant l'entraînement Mmh. pour perdre du poids. Et en fait, il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on prend des glucides qu'on brûle pas de graisse. Et je pense que c'est important de préciser ça parce qu'au contraire, souvent, les gens ils vont faire 3 heures de vélo. S'ils prennent pas assez, ils vont rentrer, et ils vont dévaliser le frigo et au contraire en fait. Donc ça va juste stresser le corps et le corps il risque d'ailleurs de tout stocker dans les graisses. Donc voilà, c'est même on va dire un entraînement. On va dire quelqu'un lambda qui travaille, qui a que 1 heure et demie pour s'entraîner, c'est pas, c'est plutôt, c'est meilleur, je pense, de prendre peut-être 30 ou 40 grammes durant cette séance que rien du tout, quoi. Tout à fait, c'est mon avis aussi. Je pense que c'est important d'apporter suffisamment d'énergie pendant la séance d'entraînement pour que la séance d'entraînement soit bien effectuée, à la bonne intensité, qu'on prenne du plaisir aussi et que ce soit pas trop fatigant. Et pour en effet mieux réguler ses apports après la séance, quand on rentre à la maison, ne pas se jeter sur tout ce qu'on voit, sur tout ce qui est disponible. Et quoi qu'il arrive, la plupart du temps, même à intensité faible, même si on s'alimente, si on prend 30-40 grammes de glucides par heure d'effort, il y aura toujours un déficit énergétique à la fin. C'est quasiment impossible de manger trop pendant l'effort. Ouais. Et ça, ouais, je pense qu'il faut bien l'intégrer. Et je me suis rendu compte que les sportifs, hein, et notamment amateurs, hein, nous tous, moi-même, quand je m'entraîne avec des glucides, en effet, ça devient plus simple et on a vraiment un meilleur contrôle
de l'appétit et des apports sur toute la journée. Ouais. Donc, je conseillerais en effet d'avoir cette stratégie également. Oui, oui, complètement. Très bien, très bien. En chaleur, est-ce que tu adaptes les recommandations? Alors, les recommandations en termes d'hydratation, oui, Oui, mais pas plus maintenant. Enfin, j'arrive, quand il fait pas très chaud, j'arrive moi à pousser à 130, 140 grammes sans aucun souci. Et j'ai déjà fait des tests pour vérifier que j'oxydais bien tout. d'accord. Euh, et, mais ouais, donc quand il fait un peu plus chaud, généralement, en fait, on réduit un peu l'allure, on va dire aussi. Hmm. Donc dans la logique aussi, on réduit un peu les glucides et voilà, généralement, ouais, je réduis légèrement, mais c'est pas une grosse différence. Ouais. Mais par contre, comme je dis, le ratio, je reste, moi, j'utilise par exemple, j'utilise le Power Carb qui est un 2 à 1 en course. Et je fais en sorte que toutes ces gourdes, en fait, Hmm. elles soient pas. Ça aussi, c'est un truc que je vois beaucoup. C'est que les gens, des fois, ils mettent trop de glucides dans une gourde et ils vont prendre en compte cette gourde comme hydratation, mais en fait, c'est plus absorbé à cause Hmm. de je sais plus comment on dit en français, l'osmoalité, je crois. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, euh, et donc, moi, j'essaye vraiment de séparer un peu ma nutrition et mon hydratation. Et ok, dans l'hydratation, je compte le peu de glucides qu'il y a, mais des fois, moi je vois des amateurs s'ils partent sur un triathlon, ils ont trois gourdes de 500 millilitres Hmm. et avec 80 grammes par gourde. Et en fait, le corps, il a du mal à prendre ça comme de l'hydratation. Et ils vont te dire qu'ils ont bu 1,5 litre, mais pas vraiment en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'en chaleur, de manière générale, on va dire, euh, l'organisme va avoir tendance à consommer plus, hein, donc il faudrait potentiellement augmenter l'apport glucidique. Néanmoins, c'est compliqué parce qu'on se déshydrate. Et quand on se déshydrate, le passage des glucides, hein, l'absorption des glucides au niveau de l'intestin se fait moins bien, hein. Il y a moins de perfusion, donc c'est plus compliqué. Donc c'est assez paradoxal, il faut continuer à s'alimenter, mais en même temps, on a du mal à assimiler donc, les glucides. Et donc ça, c'est surtout si on n'est pas acclimaté à la chaleur. Donc, le manque d'acclimatation à la chaleur va pousser l'organisme à consommer plus. Donc, quand on est acclimaté après, ça se régule et je pense que c'est plutôt le cas pour toi. Tu dois t'acclimater à la chaleur et c'est ce qui te permet de continuer à ingérer des doses, je pense, de glucides assez élevées. Mais aussi, tu veilles à une bonne hydratation pour faire en sorte que ce soit bien assimilé au niveau intestinal. Euh, Ouais. donc ça, c'est important de le faire en chaleur et surtout de s'acclimater du coup. En termes d'hydratation, donc on a toujours la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut boire selon sa soif ou selon un plan précis? Et, euh, et nous, en tant que chercheurs, on a toujours du mal à répondre à cette question, pour être honnête. Euh, et on a du mal à avoir une réponse très précise parce que pour nous, ça dépend de plein de facteurs. Ça va dépendre de la durée de l'effort, de l'intensité, de l'environnement, s'il fait plutôt chaud ou froid. Ça va dépendre de l'athlète, hein, de ses caractéristiques individuelles et du sport. Et là, c'est notamment l'opportunité pour boire. Dans certains sports, c'est peut-être plus difficile de boire. Et donc, la stratégie d'hydratation peut être perturbée. Donc, les recommandations, hein, on va dire, de la science, elles sont en bas. Elles sont en bas de cette slide. Donc, boire selon sa soif si l'intensité est faible à modérée pour des efforts de courte durée. Et dans un climat plutôt tempéré, pas trop chaud. Donc, typiquement, on va faire un petit footing de 1 heure ou moins dans un environnement tempéré. Alors là, on peut se permettre de boire selon sa soif. Mais dès que la durée augmente, et d'autant plus en environnement chaud, alors là, ça vaut plus le coup d'avoir une stratégie d'apport hydrique pour faire en sorte de rester bien hydraté durant l'effort. Donc on en est là, on est sur les recommandations, hein, notamment de Julien Perriard, un des chercheurs principaux sur cette thématique. C'est la recommandation qui avait été faite pour les Jeux de Tokyo, hein, notamment, à l'époque, et publiée dans un des meilleurs journaux scientifiques. Euh, on en est là avec plein de nuances, hein, du coup. Et donc tu disais, toi, que l'hydratation, et donc ça fait vraiment partie de ton plan nutrition et c'est ta source aussi d'apport glucidique.
est-ce que tu as une stratégie précise par rapport à l'hydratation? Un volume peut-être que tu ingères à une certaine fréquence? Ou la sensation intervient Alors aussi? oui, ouais, ça dépend vachement de la course. Ce qu'on essaye de faire, c'est de mesurer la quantité en fait que je perds plutôt à vraiment le plus proche possible de la course en fait, parce que si Mmh. par exemple là je vais à Hawaï et que j'ai ma course et que je fais un mois de préparation à Hawaï où le climat il fait très chaud, en fait, et que je mesure dès que j'arrive, je risque sûrement de suer moins par heure qu'une fois que je suis acclimaté. Oui, Mais d'ailleurs, moi, c'est un dilemme que j'ai parce que je suis quelqu'un qui sue énormément. Et, euh, et en fait, quand je suis trop adapté à la chaleur, ben, je suis encore plus. Et donc, on est un peu limité, nous, parce que notre épreuve est tellement longue. Voilà, moi, ce qui a marché pour l'instant, c'est de pas trop en faire en chaleur non plus, parce que ensuite, en fait, je perds trop d'eau et je peux pas aller jusqu'au bout de l'épreuve sans être déshydraté. Voilà, je crois à Hawaï, quand j'ai fait deuxième, donc c'est ma meilleure performance là-bas dans un climat chaud, j'étais aux alentours de 2,4 litres par heure d'accord. sur toute la course. Ce qui, au final, en vélo, je prenais presque 3 litres par heure parce que ensuite en course à pied, je pouvais prendre moins. Et ben, dans l'eau, on peut rien prendre aussi. Mais même rien que dans l'eau, en fait, j'ai perdu 1,8 kg. Et quand j'ai mesuré, par exemple, et on nage 45 minutes. Mmh, mmh. Donc, c'est quand même souvent les triathlètes, en tout cas, ils oublient cette étape parce que Mmh. bah, on ne dit pas qu'on a chaud, mais bon, l'eau, au final, c'est 100% d'humidité, donc le corps, Mmh. il rejette énormément d'eau. Ouais. Donc c'est une stratégie qu'on dirait, nous, en termes scientifiques, on dirait que tu as une stratégie agressive d'hydratation parce que c'est beaucoup, hein. Tu bois vraiment Ouais. beaucoup, c'est assez impressionnant. Hem, on va montrer justement les recommandations, et la question qu'on se pose également: faut-il ajouter du sel à sa boisson? Donc, c'est peut-être un peu difficile à suivre, hein. Je vous ai mis ça parce que c'est un arbre de décision qui est, qui a été publié récemment, par un des chercheurs du coup sur le sujet. Et vous voyez, l'ajout de sel dans la boisson, ça fait partie des électrolytes, c'est le principal parce qu'on en perd dans la sueur quand on fait de l'effort, quand on fait un effort et notamment en chaleur. Et donc en fait, plus on va boire, hein, comme Sam le disait, plus il va falloir en effet remplacer le sel perdu. Donc c'est vrai que Sam, toi, a priori, vous avez testé ça, hein, vous avez testé combien tu perds en sueur et également, j'imagine, en sodium dans la sueur. Ouais. Et donc ça, c'est Après, intéressant parce que ça peut permettre d'être précis. de trouver Pardon, ouais, pour te couper. Je t'en prie. Je dis, le sodium, c'est très dur de définir parce que, comme je disais, en fait, souvent, notre sueur, elle se dilue plus on est adapté à la chaleur. Oui. Donc, en fait, on a beau avoir fait un test en labo Mmh. pour mesurer exactement combien de sel on perd par litre de sueur. Mais au final, on commence à suer plus quand on est entraîné, enfin, quand on est plus acclimaté à la chaleur, mais généralement on perd moins de sel. Mais donc, au final, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, la quantité de sel qu'on perd, généralement, elle reste à peu près la même. C'est juste elle est diluée en fait à travers plus d'eau. D'accord. Euh, Mmh. mais, euh, mais ouais, la partie sodium, elle est très, très dure Oui. à préciser parce que en fait ça dépend énormément de ce qu'on a mangé la veille, de plein de choses en fait. C'est Parce que vraiment difficile en si on a effet. mangé, Ouais. ouais, c'est Je t'en ça. prie. Ouais. Non, non, je Oui, oui, disais parce que voilà, si la veille tu as mangé pizza ou McDo et tout ça et que tu vas t'entraîner, il y aura sûrement plus de sodium dans ta sueur que en effet, voilà, en si tu as effet. mangé très peu de sodium. Donc, en fait, moi j'ai remarqué quand je m'entraîne beaucoup en chaleur, là par exemple, je reviens d'Australie et j'ai passé 2 mois là-bas et c'est l'été là-bas, il faisait très chaud. Et en fait, quand je commence à m'entraîner beaucoup, je dois vraiment faire gaffe en fait à la quantité de sel que je prends, que ce soit c'est pas forcément pendant l'effort, mais dans la journée en général, en fait, parce que ben, si mon corps il a perdu 5 ou 6 litres de sueur tous les jours, et ça petit à petit, en fait, au bout d'une semaine, ton corps, en fait, je sue énormément, mais Mmh. en fait, mon corps, il retenait plus l'eau, en fait, et j'avais pas assez de sodium en moi. Donc, Mmh. c'est très important quand on est dans les climats chauds, quand même, Oui. de prendre assez de sodium, pas forcément pendant l'effort, mais au quotidien, quoi. Ouais, complètement.
Et c'est vraiment complexe, comme tu le disais, c'est complexe pour tout le monde. Ça paraît un sujet assez anodin et simple, l'hydratation, mais ça reste quand même complexe. Et c'est quelque chose de dynamique, en effet. Ça va dépendre du niveau d'acclimatation, hein, bien sûr. Plus on est acclimaté et plus on va perdre de l'eau, hein, dans la sueur, mais là, ce sera de plus en plus dilué. Il y aura de moins en moins d'électrolytes perdus, de sodium. Donc c'est des choses qu'on peut calculer, comme tu disais, et comme je disais précédemment, mais c'est dynamique et c'est ce qui ajoute de la complexité. Si on veut résumer, je pense que dans l'ensemble, plus on arrive à boire beaucoup à l'effort, plus il va falloir quand même ajouter du sodium à la boisson, des électrolytes, et ne pas fonctionner par exemple que à l'eau, parce qu'on va manquer de sodium à un moment donné. Donc si on arrive à boire beaucoup, il va falloir ajouter du sodium. Je pense que c'est le message principal. Par contre, si on boit pas beaucoup, parce qu'on n'a que des durées d'effort peut-être très courtes, moins d'une heure, 1 heure ou un petit peu plus, et qu'on boit vraiment pas beaucoup, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'avoir des grosses quantités de sodium ou d'électrolytes dans sa boisson, parce que dans tous les cas, l'organisme va se concentrer, on va être un petit peu déshydraté peut-être, et la concentration en sel dans l'organisme, elle va augmenter. Donc c'est un petit peu les repères qu'on peut donner sans faire de tests spécifiques. Plus vous arrivez à boire, plus vous avez intérêt à apporter du sodium, et donc boire une boisson énergétique tout simplement, qui sont bien formulées, qui contiennent du sodium et d'autres électrolytes, un petit peu de magnésium, potassium, pour maintenir un équilibre hydrominéral et favoriser aussi l'absorption de l'eau. C'est-à-dire quand vous buvez, vous gardez l'eau et ça peut pénétrer les tissus internes et les cellules. On va passer à la thématique suivante. Les troubles digestifs. Et donc, ma première question serait pour toi, Sam. Du coup, tu bois beaucoup et est-ce que ça t'arrive peut-être d'avoir des troubles digestifs parce que ça fait quand même un gros volume qui est ingéré par heure d'effort? Ouais, alors peut-être qu'un truc que j'aurais dû préciser avant aussi, c'est que c'est pas parce que moi je bois 2 litres que tout le monde doit le faire. En fait, généralement, tout le monde est différent. Moi, mon partenaire d'entraînement, il a besoin d'1 litre par heure, même dans les climats très chauds. Mais généralement, c'est quand même aussi lié à la taille du moteur en quelque sorte, en fait, parce que bah, plus on produit de watts, en fait, on produit de la chaleur et donc plus le corps il doit se refroidir. Donc un amateur qui va mettre 200 watts sur un Ironman n'aura pas besoin, même si c'est un gros gabarit ou si il pense qu'il suit beaucoup, il aura sûrement pas besoin de autant d'eau qu'un pro qui va faire 300 ou plus. Oui, Donc ouais, ça c'était juste pour revenir en arrière un peu. Mais moi ensuite les niveaux troubles digestifs, généralement j'ai plutôt de la chance si ce n'est par exemple à Hawaï où je manque beaucoup de bouteilles. Ensuite, je prends un produit qui ne me convient pas et j'essaye en fait de rattraper le retard. Généralement, c'est très très dur de rattraper un retard, surtout en termes d'hydratation, parce que bah, il faut prendre, si on prend trop d'eau d'un coup, dans ce cas-là, oui, on a moi, par exemple, j'avais un ballonnement en fait au niveau de l'estomac mmh, et en fait, j'avais beau prendre des gels, mon corps en fait il oxydait plus ses glucides. Donc ouais, c'est très important d'avoir un plan et d'essayer de le suivre en fait. Et si ça prend du temps. Des fois, moi, la veille de course, je vais prendre 3-4 heures juste à préparer tous mes bidons, à ce que tout soit calculé. Et ouais, mais ça peut complètement changer la course, quoi. ouais, bien sûr. On voit d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples, hein, de manière anecdotique. On voit même dans la presse beaucoup de sportifs d'endurance qui peuvent, à certains moments, dans certaines compétitions, avoir des troubles digestifs. Euh, ça arrive. On a eu des exemples un petit peu extrêmes dans le passé. Alors, est-ce que c'est lié à une hydratation qui est mauvaise? C'est souvent lié à un apport glucidique, hein, qui est souvent très important, mal toléré. Est-ce que Ou c'est une intensité aussi qui est trop une élevée aussi, intensité quoi. élevée? Ouais. Est-ce que c'est plus souvent en course à pied aussi? Il y a peut-être un impact aussi du côté mécanique de la course à pied, les chocs répétés, hem et heu et également cette moindre perfusion au niveau intestinal, on en a un petit peu parlé, qui vraiment perturbe l'absorption des glucides et qui peut générer des troubles gastro-intestinaux. D'où vraiment l'importance d'entraîner l'intestin. On en a un petit peu parlé. Donc on va
on va détailler un petit peu, hein. Entraîner son intestin, c'est important et il y a plusieurs stratégies pour entraîner son intestin. Donc vous les avez à l'écran, il y a différentes méthodes, hein. Souvent, on pense que c'est simplement, manger plus pendant plusieurs semaines, augmenter progressivement l'apport glucidique. Alors typiquement, on recommande, hein, d'y aller progressivement, semaine après semaine, augmenter son apport glucidique par heure d'effort de 10-15 grammes. Par exemple, si on a l'habitude de consommer 30 grammes par heure, eh ben, peut-être que la semaine suivante, on va essayer 40, et peut-être la semaine suivante 50, etc. Et essayer de stabiliser progressivement des apports supérieurs pour entraîner son intestin et écouter ses sensations, voir comment on se sent. Mais il y a également d'autres méthodes, hein, comme vous pouvez le voir. S'entraîner en buvant beaucoup pour entraîner l'estomac à avoir un gros volume, hein, d'eau, s'entraîner immédiatement à un repas. Donc en fait, ce sont des situations où on peut vivre un peu d'inconfort et ça va permettre d'entraîner son intestin et faire en sorte que ce soit tout simplement un peu moins inconfortable. Manger beaucoup de glucides, on en a parlé. Simuler bien sûr la course, hein, le plan nutrition et augmenter l'apport en glucides également dans l'alimentation. Le repas précédent, 3 à 4 heures avant la course typiquement, ou avant un entraînement, essayer d'augmenter l'apport glucidique pour s'y habituer. Et comme ça, vous pourrez le refaire en compétition. Est-ce que tu suis un petit peu ce genre d'entraînement, on va dire? Ou est-ce que finalement, vu que tu t'entraînes beaucoup, ça se fait naturellement peut-être? Ouais, ça se fait naturellement. Après, moi, je suis pour un peu avoir essayer de travailler un peu ce qu'on appelle une flexibilité métabolique. Donc, c'est important d'avoir des journées un peu où peut-être on va réduire un peu les glucides. Aussi parce que, comme tu disais, de manger beaucoup de glucides tout le temps, ça a aussi un impact sur l'inflammation et sur la santé et la microbiote. Donc des fois, c'est important d'avoir des journées où on se dit, bon, aujourd'hui, on va essayer de réduire les glucides. Et d'autres, vraiment, on travaille à pousser et à oxyder un max les glucides. Euh, Après, moi, j'ai déjà eu une période où j'étais très très carré sur la nutrition et un peu trop d'ailleurs, je pense. Ensuite, ça affecte un peu la santé mentale. Nous, en tant qu'athlète pro, c'est déjà un style de vie qui est quand même, qui demande beaucoup de discipline. Pour moi, c'est vraiment une question d'équilibre en fait, la nutrition en général. Donc voilà, je vais pas, je pèse pas tout. Tu vois, je sais Mmh, qu'en cyclisme, il y a des équipes qui font ça pour eux mmh. et même enfin, le poids est aussi, enfin, le poids des athlètes est quand même un facteur plus important dans le cyclisme, vu que généralement c'est dans l'école que c'est déterminant, mais pour nous, c'est plus à quel point on est aéro et puissant en fait, et puis juste pouvoir courir derrière. Mais donc le poids a une importance, mais pas comme en cyclisme. Donc voilà, c'est généralement en fait, moi je m'alimente pour être heureux et aussi avoir assez d'énergie pour m'entraîner. Et je pense que c'est important ouais, de trouver un équilibre juste. Oui, en effet, hein, tu l'as dit très justement, c'est important de trouver l'équilibre, chacun, je pense, chaque athlète doit trouver, la méthode qui fonctionne le mieux, pour soi-même. C'est ce qu'on dit souvent à nos cyclistes également. Dans une même équipe, on a différentes approches par rapport au suivi nutritionnel qu'on peut proposer. Certains aiment être, très carrés, peser leur assiette, leurs apports, hein. C'est vraiment millimétré parce qu'il y a peut-être un élément de réassurance aussi, de tout contrôler. D'autres, vraiment n'ont pas besoin de ça, et préfèrent, avoir un petit peu plus de flexibilité dans l'alimentation, dans leur choix pour pas que ça prenne trop de place dans leur tête, on va dire, hein. Donc je pense qu'il faut essayer de découvrir progressivement un peu y aller de manière exploratoire pour découvrir l'approche nutritionnelle qui correspond le mieux à son propre mode de fonctionnement et bien sûr en fonction de ses performances. Je pense que ça vaut le coup à certains moments d'être plus précis, bien sûr. Quand on a un objectif, on se prépare, on est un peu plus précis sur certaines périodes, tout en gardant un petit peu de mesure pour, heu, pour ne pas que ce soit excessif en effet, oui. Pour revenir sur l'intestin et donc les troubles gastro-intestinaux, est-ce que dans ton alimentation du quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu travailles? Je pense notamment aux fibres, l'apport en fibres. Est-ce que tu travailles là-dessus, dans les repas qui précèdent, j'imagine? Ouais, généralement, comme je disais au tout début,
presque la nutrition hors entraînement, elle représente. On essaye un maximum de promouvoir un peu sa santé et sa microbiote, donc manger beaucoup de fibres. Moi, par exemple, je vais donner un exemple, mais le matin, je mange pas juste, enfin, je mange pas juste des flocons d'avoine. Je vais mettre, d'ailleurs, j'ai pas le terme en français, mais en anglais on appelle ça des psyllium husks. Mhm. C'est j'ai le sachet juste là à côté de moi. Ouais, je t'en prie. Euh, Ouais, et, vas-y. Oui. et, euh, et en fait, enfin, une cuillère à soupe, par exemple, c'est je sais plus combien de grammes de fibres. Et D'accord. aussi, j'essaie d'avoir de la variété, donc D'accord. ouais, des graines de courge ou alors des graines de chia. Enfin, j'essaye de, et pareil, j'essaye de varier au quotidien un max. Mhm. Donc, et manger aussi de la salade verte ou plein de sortes de légumes. Donc, pas juste riz blanc, poulet, Mhm. ce Mhm. qui est Mhm. plutôt ce qu'on va faire juste avant une course, en fait. Oui. À l'approche des courses, on réduit les fibres, en fait, pour éviter les troubles intestinaux. Donc voilà, c'est vraiment très différent, en fait, ce qu'on fait pour la performance et ce qu'on essaye de faire au quotidien pour être en bonne santé. Très bien. C'est vrai qu'on fonctionne un petit peu pareil en cyclisme sur route. Du coup, on fait varier cet apport en fibres également. Alors, les glucides, bien sûr, et l'apport en fibres aussi. Et le plus possible à l'entraînement, les fibres font partie du plan nutritionnel pour des questions de santé, bien sûr, pour maintenir une bonne flore intestinale, limiter l'inflammation. Et les fibres agissent comme des prébiotiques qui vont aller apporter un petit peu de la nourriture aux bactéries de l'intestin. Et donc, c'est nécessaire pour maintenir ces bonnes bactéries, pour lutter notamment contre l'inflammation bien digérée. Donc, ça fait partie de l'alimentation du quotidien. Il faut en apporter en bonne quantité. Pour ceux qui aiment les chiffres, les recommandations, c'est au moins 30 grammes de fibres par jour, euh, répartis sur les différents repas. Mais c'est vrai qu'à l'approche des compétitions, pour assurer un confort intestinal en course, on va chercher à limiter cet apport en fibres. Et typiquement, on va passer sous les 15 grammes par jour, voire sous les 10 grammes. Euh, et donc, c'est vrai qu'on passe plutôt d'une alimentation santé à une alimentation très performance, mais de manière sporadique, vraiment parce qu'il y a un objectif précis de performance. Hein. Donc, c'est là où le sportif professionnel, je pense, fait vraiment des efforts pour basculer d'un type d'alimentation à une autre. Et même le sportif amateur pourrait essayer de répliquer, se servir de ces conseils-là pour, je pense, avoir plus de confort intestinal en course, faire en sorte que tout simplement ça se passe bien, qu'il y ait limiter le risque de troubles à l'effort. Euh, on va parler maintenant, le temps passe vite, c'est très intéressant, mais le temps passe vite, donc je passe rapidement sur préparer la course. Un exemple un petit peu plus concret. Alors, moi j'ai mis typiquement hein, ce qu'on fait en cyclisme par exemple, ici, et puis Sam, tu nous diras si tu fais un petit peu différemment peut-être. Donc typiquement, 24 heures avant la course, si on démarre là, on va essayer de faire le plein d'énergie, d'optimiser ses stocks, hein, le fameux glycogène, en augmentant l'apport en glucides. Donc, nous, nos cyclistes, typiquement, ils vont essayer de monter jusqu'à 8 grammes, 10 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Donc, c'est beaucoup. Hein, si on n'a pas l'habitude, il ne faut pas chercher à faire ça parce que vraiment, c'est beaucoup. Vous allez vraiment trouver beaucoup et avoir des difficultés à manger au repas. Ce sont vraiment des grosses portions. Il faut y aller progressivement si vous voulez essayer. Et donc, on fractionne les prises. On va fractionner les prises. On va avoir des petites collations. On va avoir également des boissons parce que souvent, sous forme liquide, c'est plus facile d'ingérer plus de glucides. Surtout si on n'a pas faim. Et comme je le disais précédemment, un peu de fibres. On va essayer de réduire l'apport en fibres pour que ça prenne un peu moins de place dans le ventre. Et donc, ce sera plus facile d'apporter plus de glucides. Et également pour assurer une bonne tolérance intestinale. Euh, Tu retrouves des éléments là, Sam, aussi ou... Ouais, Ouais, généralement, moi, je vise 8 ouais, comme tu as dit, entre 8 et 10, mais plutôt 8 d'accord. grammes par kilo. Parce que ouais, même 10, j'ai eu des fois où je me sentais pas forcément bien le matin. Donc ensuite, on a plutôt, enfin le lendemain, du coup, et on a plutôt réduit autour de 7 à 8. Ouais, et, Mm. pour moi, ça marche bien. Euh, mais bon, je pense. Je connais des athlètes qui font plus même, mais je pense que ça dépend vachement de la génétique et de comment on métabolise de base en fait Ouais, les glucides et les lipides. ouais. Oui, complètement. Il faut essayer, je pense. C'est une approche exploratoire.
moi, personnellement, je cours un petit peu et j'arrive pas à atteindre ces recommandations-là. Souvent, je bloque vers les 6-7 grammes par kilo avant un Ouais, marathon, par exemple, la veille, parce que j'ai vraiment plus faim, hein, j'y arrive pas ouais, et donc j'insiste pas, hein. ouais. Je pense qu'il faut écouter son corps aussi. Faut écouter son corps, ouais, et donc le jour de course, ben, souvent, bah, le dernier repas, bah, toujours des glucides, hein. Alors plutôt, on va dire, simple avec une assimilation, on va dire, facile, peu de fibres, pourquoi pas utiliser des boissons? Nous, en cyclisme, on a beaucoup ce qu'on appelle de rations d'attente, ou souvent on a des boissons d'attente pour essayer de maintenir une glycémie, un taux de sucre dans le sang assez stable. On veut pas que le stress vienne perturber un petit peu, la glycémie, et puis après, bah, en course, hein, bien sûr, on va apporter l'énergie, on en a beaucoup parlé, un certain grammage de glucides par heure d'effort avec une hydratation qui reste bien adaptée. Je pense pour, je dirais, monsieur et madame tout le monde, hein, une hydratation, une bonne hydratation, c'est au moins 0,5 à 0,8 litres par heure. C'est la moyenne, hein. Souvent, ça correspond à une vidange gastrique moyenne, à la vitesse à laquelle les liquides passent au niveau de l'estomac. Avec des électrolytes, notamment du sodium, hein, en fonction, on l'a dit, de combien vous arrivez à boire, s'il fait chaud. Là, ce sont les recommandations générales. Bien sûr qu'on peut essayer d'appliquer, hein, tout en gardant en compte qu'il y a des nuances. Et là, il faut bien s'écouter, écouter ses sensations pour comprendre quelle est la stratégie qui est la plus adaptée. Donc pour la course, je vais vous présenter également un exemple de ce qu'on peut faire, par exemple, en cyclisme, un plan alimentaire comme on peut le donner à nos cyclistes, qui souvent pèsent beaucoup leurs aliments. Et ici, vous avez, vous voyez, un exemple de veille de course avec une alimentation hyperglucidique, et on va utiliser un code couleur. En rouge, c'est des repas ou des collations qui sont faibles en glucides, et en vert, c'est très élevé en glucides. Donc vous voyez ici, on est sur, j'ai pas fait le calcul, on est sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est sur 8,5 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps, hein, donc c'est à peu près ce que fait Sam en termes d'apport glucidique, hein. C'est pas ses choix alimentaires, mais c'est ce qu'il fait en termes d'apport glucidique total. Et vous voyez, nous, en cyclisme, à quoi ça correspond, et les aliments, on va dire, privilégiés par nos cyclistes, qui contiennent beaucoup de glucides, qui sont assez simples à digérer. Vous voyez beaucoup de riz, de rice cake, de riz au lait, du jus de pomme qui contient pas de pulpe, donc pas ou très peu de fibres. Et puis vous voyez des céréales assez simples, hein, très très sucrées, mais également, voilà, qui contiennent très peu de fibres. Donc on peut se situer, hein, ça peut vous surprendre, peut-être on est assez loin d'une alimentation santé ici. Une fois de plus, j'insiste, c'est une alimentation qui est tournée vers la performance ici, avec un objectif d'augmenter les réserves de glycogène de manière rapide et sans inconfort au niveau digestif. On va passer à la récupération, hein, en pratique. Alors là, je vous ai mis un petit peu les recommandations théoriques pour optimiser la récupération énergétique, premièrement, hein, refaire ses réserves d'énergie sous forme de glycogène, mais également musculaire, hein, réparer peut-être des fibres musculaires endommagées, et la récupération hydrique. Donc ces trois éléments-là, euh, les glucides, donc l'énergie, les protéines pour le muscle, et l'hydratation euh, pour, euh, pour les pertes d'eau suite à l'effort. Et donc avec un timing, vous voyez, tout de suite après, apporter plutôt des glucides et de l'eau, et beaucoup d'hydratation. Puis dans la demi-heure qui suit, ben, continuer à apporter des glucides avec une source de protéines. Et puis si vraiment la récupération est un objectif majeur, parce qu'on doit peut-être enchaîner avec une séance importante le lendemain ou un autre jour de compétition. Chez nous en cyclisme, c'est le cas, on enchaîne souvent les courses. Alors la récupération est cruciale. Et donc on va avoir potentiellement plusieurs repas dans les heures qui suivent l'effort. Plus 1 heure après, plus 2 heures après. Des fois, on a un troisième repas 3 heures après, donc on appelle ça des collations. On va continuer à manger toutes les heures pour refaire ses réserves de glycogène de manière optimale. Donc ça, c'est vraiment de manière optimale, hein, mais je vous conseillerais toujours de vous poser la question, est-ce que c'est urgent de récupérer? Et ça va dépendre de ce qui vient le lendemain, en fait, hein. Si le lendemain, c'est un jour de repos, c'est peut-être pas si urgent de ça que de récupérer, et vous pouvez peut-être avoir une stratégie de récupération plus souple. Par contre, si le lendemain vous enchaînez, il y a peut-être une autre compétition ou une séance intense, alors oui, c'est important d'avoir une récupération optimale. Quel est ton avis par rapport à ça, Sam? Tu fais comment, toi? Ouais, carrément. Moi, je fais à peu près comme tu as indiqué, Mm.
direct après un entraînement, je vais essayer de manger des glucides assez simples et aussi avec faire en sorte qu'il y ait du fructose. Donc, Oui. j'en sais rien, ça peut soit être de la boisson qu'on a, du ministry, mais ça peut aussi être. Moi, j'habite pas loin de Céré, c'est la capitale de la cerise, donc le jus de cerise, par exemple, D'accord. j'ai accès à ça. Mais voilà, ça peut aussi être le fait de prendre une banane et j'en sais rien, ça peut être un truc simple, style des biscuits ou un truc, ou même des galettes de riz ou de maïs. Avec de la confiture, par exemple, ça peut être une bonne petite collation. Et généralement, après, moi, j'utilise. C'est vrai que la protéine, on a quand même rarement envie de poulet ou de poisson après un effort. Donc, c'est là où Oui. on va dire les poudres protéinées et les shakers prennent leur place parce que c'est pratique et ça a un bon goût. Donc ouais, généralement, moi, tout le temps, dans la demi-heure qui suit un effort, un entraînement, moi, je m'entraîne 3 ou 4 fois par jour, donc je ne le prends pas 3 ou 4 fois par jour, le shaker, Ouais. mais on va dire la plus grosse séance, D'accord. j'essaye de prendre un shaker dans la demi-heure qui suit, quoi, donc avec 30 grammes de protéines. D'accord, ouais, très bien. Ouais, très très bien. Je vais vous présenter des exemples. Alors une fois de plus, hein, ici on est sur du cyclisme professionnel, hein, mais c'est typiquement ce qu'on a, vous voyez, après l'arrivée des courses, où on essaye de fractionner les prises, parce que c'est comme ça que le glycogène se resynthétise de manière optimale, plutôt qu'un apport très très gros uniquement dans la première heure, mais on essaye de fractionner les prises avec, vous voyez, un apport de 1,5 g de glucides par kilogramme de poids de corps pendant 2 heures. Donc première heure et puis deuxième heure. Une fois de plus, on a des aliments qui peuvent paraître très éloignés de la santé ici. Et ce sont des aliments ou des boissons qui sont pratiques, que les coureurs souvent aiment. C'est un peu le moment plaisir aussi. Donc on essaye de combiner, hein, bien sûr, plaisir et puis optimisation de la nutrition. Donc on peut se permettre, hein, des petits écarts à ce moment-là. Donc vous voyez que c'est pour ça, je vous l'ai mis ici de manière un petit peu pour faire exprès, on va dire, pour vous montrer que très souvent on a ça, hein. Ce sont des choix où le sportif peut ne pas avoir faim, donc on va aller se tourner vers des aliments qu'ils affectionnent et des aliments assez simples à manger. Et puis après, on peut avoir des aliments plus solides préparés par nos chefs cuisiniers. Vous avez, hein, vous voyez souvent une collation sucrée, une collation salée, les deux la plupart du temps. Ça dépend aussi des préférences des sportifs ici, hein. Voilà, donc c'est des exemples qu'on peut trouver en cyclisme. J'imagine que ça doit changer en fonction des sports, hein. En triathlon, ça doit être différent aussi. On va en finir avec une dernière slide et puis après on passera aux questions, si vous le voulez bien. J'ai mis à l'écran ici, hein, quelques erreurs typiques et puis des conseils. Donc, commencer à s'alimenter trop tard durant l'épreuve. Donc, je pense que tu confirmes ici, non, Sam, on s'alimente le plus tôt possible, non? Oui, voilà. Généralement, on attend même, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais les gens se disent, bon, j'ai 3 heures de vélo, je vais commencer à manger au bout d'une heure et demie ou une heure. Et en fait, peut-être que c'est mieux, généralement, de manger, j'en sais rien, la moitié de sa barre au bout d'une demi-heure, même si on n'a pas faim. Et au contraire, en fait, imaginons on a une batterie en fait de glucides, vaut mieux en fait qu'elle descende à 80 et qu'elle remonte un peu et que tout doucement elle descende plutôt que de faire des va-et-vient en fait, parce que ça va stresser le corps et on va mettre plus de temps. Donc si Mm. on laisse la batterie s'épuiser, ça va juste on va mettre plus de temps à se remettre en fait de cet entraînement-là. Donc oui, carrément. Très bien, ouais. Le deuxième, c'était utiliser une boisson énergétique uniquement pour combler sa soif. Tu l'as bien expliqué, ça. Je pense que c'est important de séparer les deux, hein. Et l'hydratation, si vraiment on a besoin de boire plus, il faudrait plus se tourner vers de l'eau, je pense, si on a plus soif. Et puis garder quand même un apport glucidique qui est constant. On en a parlé, on va pas revenir. Passer au-delà de 100 grammes, des quantités élevées de glucides par heure d'effort du jour au lendemain, on en a beaucoup parlé, hein, l'entraînement intestinal. Alors ça, c'est une erreur, on va dire, qui peut mener à des conséquences assez catastrophiques. Ça peut mener voire à un arrêt de course parce que les troubles gastro-intestinaux sont trop importants. Donc, il faut y aller de manière progressive, on en a parlé. Il y avait les fibres également, hein, les fibres.
ou des graisses en quantité trop importante avant un effort, ça peut perturber la digestion. Donc, attention à essayer de combiner aussi pas trop de fibres juste avant une compétition ou avant une séance intense. Donc, plutôt des farines blanches, par exemple, plutôt des pâtes qui ne sont pas complètes avant une séance très intense pour ne pas générer de troubles, limiter le risque. Et puis, attendre le prochain repas pour s'alimenter après l'entraînement ou la course. Hein. S'il y a un grand espace de temps entre la fin de votre entraînement et le repas suivant, la collation est importante. On en a parlé pour récupérer rapidement. C'est important d'avoir une collation, alors des sucres au moins, un peu de protéines. Le shaker est pratique, souvent, c'est vrai, la boisson de récupération, c'est pratique. Donc, c'est parce qu'on n'a pas tout le temps les aliments à disposition. Donc, voilà quelques erreurs typiques et conseils. Je pense que ça résume bien les différentes thématiques qu'on a abordées. Et puis, on va passer à quelques questions. Du coup, on a un petit peu de temps. Je vais les parcourir. Et puis, Moi, je vais juste éteindre le four parce que sinon je vais cramer. Je t'en prie. On est bon. Alors, que veut dire 2 à 1? Je pense que c'était le ratio. Ça a été répondu, du coup, 2 grammes de glucose pour 1 gramme de fructose. Alors, glucose ou maltodextrine. Glucose ou maltodextrine passent par le même transporteur au niveau intestinal. Donc, ça dépend, je dirais, des boissons, des marques, des types de produits que l'on aime manger. La présence de fibres dans les barres ne permet pas une modération de l'absorption de glucose. Alors, si, un petit peu, en fait, les fibres vont ralentir un petit peu la digestion, ralentir également l'absorption du glucose, mais la fibre en elle-même peut être considérée comme une source également de glucides. On dit que chaque gramme de fibre apporte 2 kilocalories, alors que pour les glucides, c'est 4 kilocalories. Donc ça contribue un petit peu à l'apport énergétique, mais ça va être quand même difficile à assimiler en effet le glucose ingéré avec les fibres en plus. Typiquement, c'est pour ça que à un niveau élite, il y a le côté pratique, mais également le côté facilitation de l'absorption, et les gels et les boissons sont privilégiés pour cet aspect-là. Ensuite, est-ce que toutes les formes de glucides peuvent provoquer des troubles intestinaux, ou certains sont plus propices à en provoquer, type gel? Selon ton expérience, est-ce que tu peux faire des différences, toi, dans la survenue des troubles? Pas forcément avec mon expérience, mais avec des expériences, enfin, en parlant à des gens, et même mon père, il coach énormément d'athlètes. Donc, moi, souvent, ce que je vois beaucoup, c'est trop de fructose. Ça peut souvent causer des troubles intestinaux. Je sais que même en France, avant, il y avait quand même relativement peu de marques en fait qui faisaient des produits, on va dire, à la pointe. Je parle d'il y a 5-10 ans maintenant, et en fait, les gens prenaient des compotes ou des bananes en fait Ouais, sur leur course, et en fait, ils prenaient trop de fructose, et ça, là, oui, souvent, en fait, on voit des crampes d'estomac ou autre. Donc, ouais, mais généralement, sinon, non. Moi, je sais que par exemple, je suis pas forcément fan du cyclique dextrine. Je sais qu'il y a certaines marques qui se servent de ça. Et moi, je sens que mon estomac le gère moins bien, mais je pense, je connais d'autres gens qui aiment bien, donc je pense que c'est très individuel. Ouais. C'est très individuel, en effet. Il faut vraiment essayer vos produits énergétiques et vos différentes formes de produits énergétiques à l'effort. On a une question sur l'hydratation en course à pied. Donc, le taux de transpiration est plus fort qu'en vélo. Faut-il essayer de compenser ces pertes hydriques si on a des taux de sudation donc de à peu près 1,5 par heure? C'est déjà difficile de boire 1 litre par heure en course à pied. C'est vrai qu'en course à pied, c'est difficile de boire beaucoup. Et les pertes hydriques, je pense qu'il faut essayer de les compenser un maximum dans des proportions raisonnables et que ça ne devienne pas inconfortable. C'est mon avis sur cette question. Ouais, je dirais qu'en fait, faut calculer, quelle est un peu la perte maximale qu'on puisse avoir pour pas
pas perdre en performance en fait, parce qu'au final, si les dernières 10 minutes de l'épreuve, on perd un peu en performance à cause de la déshydratation, ça va, mais bon, on n'a pas envie que ça arrive trop tôt, donc essayer de calculer. Généralement, je sais plus, c'est 4% non, de son poids de corps qu'il faut perdre au max. Je sais Ouais, plus. alors ouais, on sait pas trop, entre 2 et 4, ouais, entre 2 et 4%. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Et donc voilà, disons 3%. Et ouais, 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 ouais. on peut, ouais. Moi, en fait, je pense pas qu'on suit plus en course à pied que en vélo. C'est juste que bah, généralement, enfin, c'est lié vachement à son cardio en fait et à Oui. l'énergie qu'on donne. Donc, si enfin, on n'a pas de enfin, il existe des capteurs de puissance, mais on n'a pas de capteur de puissance en course à pied, mais c'est sûrement parce qu'en course à pied, tu es en train de mettre 300 watts alors qu'en vélo, tu en mets 200. Mm, Et du coup, bah oui, tu vas suer plus. mm. Mais oui, enfin, je sais pas si là on parle de triathlon ou de marathon, mais c'est vrai que Ouais, c'est dur, surtout que quand on prend des gobelets et qu'il y a ça d'eau, de boire énormément. Donc ouais. dans ce cas-là, ça peut être bien de prendre un peu plus de sodium en amont et de commencer en fait avec un peu plus d'eau sur soi. Mm. Ça a peut-être un intérêt dans ce scénario-là. Oui, en effet, certains emploient cette stratégie on va dire, de boire, on va dire, un peu plus que d'habitude avant, pour avoir un petit peu ce stockage d'eau, cette rétention, pour se préparer à ce moment où bah, le corps va être déshydraté, en effet. Ouais. A-t-on besoin de rajouter des électrolytes quand on s'hydrate à base de boissons énergétiques? Alors, moi, j'aurais tendance à dire non. La plupart du temps, on va dire, si on prend une situation générale, parce qu'il y a des électrolytes dans la boisson énergétique, elles sont bien formulées, hein. Il y a eu des gros progrès qui ont été effectués par les fournisseurs. Donc, de manière générale, non. Il peut y avoir des conditions peut-être spécifiques où on rajoute des électrolytes en plus de la boisson énergétique, mais c'est assez rare, je pense. Alors, je découvre en même temps que vous, hein. Est-ce qu'avoir aucun trouble ou problème digestif lors de prise importante de glucides, naturellement, signifie qu'ils sont tous bien assimilés? Ou alors l'entraînement de l'intestin avec l'augmentation des glucides permet de maximiser l'assimilation malgré la très bonne tolérance de base? Mon avis, c'est qu'on a vraiment des tolérances et des différences individuelles à l'apport glucidique. Et ce passage au niveau de l'intestin, il est vraiment différent en fonction des personnes, hein, de base, même sans entraînement intestinal. Certains vont arriver très vite à consommer de grandes quantités de glucides à l'effort, parce qu'ils y arrivent tout simplement au niveau de l'intestin. D'autres vont avoir plus de mal et vont avoir besoin de plus de temps pour s'y habituer. Et donc l'objectif quand même pour tout le monde de l'entraînement intestinal, donc consommer plus de glucides à l'effort notamment, c'est d'essayer de maximiser cette assimilation au niveau de l'intestin pour en apporter plus aux muscles en fait, aux muscles actifs. Et peut-être pédaler plus vite, courir plus vite, maintenir des intensités pendant plus longtemps. Donc c'est une partie importante, cet entraînement intestinal, on l'a bien développé, ouais. Quelle boisson d'attente peut-on conseiller? Alors je vais pas donner de boissons d'attente spécifiques, mais typiquement dans les boissons d'attente, on a une proportion importante de fructose, avec un impact moins important que glucose ou maltodextrine sur la glycémie. Donc ça va permettre de la maintenir. Donc cette quantité de fructose un petit peu plus importante. C'est un ratio encore différent ici entre glucose ou maltodextrine et fructose. Certains utilisent ça. Nous, on le fait par exemple avant les épreuves chronométrées, les contre-la-montre, quand il y a de longues périodes d'attente jusqu'à ce que le coureur démarre son contre-la-montre. Je parcours en même temps, on arrive vers la fin des questions. Alors, on a une question pour toi, Sam. Est-ce que tu consommes autant de glucides par heure sur half que sur full? Euh, alors, au final, oui, mais c'est plus parce que en fait, l'intensité pour nous sur les halves est tellement élevée que c'est dur en fait de consommer plus. Mais il y a des athlètes qui prennent plus, des athlètes qui prennent moins. Je pense qu'en vélo, ouais, je suis autour de 120 grammes par heure sur les deux. Mhm. Après, sur les halves, euh, sur le semi-marathon, je peux prendre un peu moins que sur le marathon parce que généralement, il y a moins de chances en fait de faire une hypo vu
que l'épreuve fait la moitié du temps. Et aussi parce que y a des scénarios de course, souvent les halves sont plus serrés, ça se joue plus sur un sprint final ou des attaques. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas forcément le temps de prendre un gel. Donc ouais, peut-être un poil moins sur la partie course à pied, on va dire. D'accord, très bien, c'est très clair. Et on a une autre question pour toi. Peut-être tu peux repréciser, je crois que tu en as déjà parlé, mais si tu peux repréciser quand tu parlais de 120 grammes par heure que tu atteignais, notamment sur un Ironman, un full, quelle est la répartition bidon-gel, si tu peux nous rappeler, en moyenne, tu fais comment? Donc moi généralement au final j'ai 4 bidons sur mon vélo quand je pars, Ouais. parce que je vais avoir un bidon qui est dans le cadre déjà, Mm. et enfin une flasque quoi. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je fais un bidon avec quasiment tous mes gels en fait. Donc je mets 8 ou 9 gels. Moi j'utilise les gels Mang chez Ministry. Mhm. Euh, et ensuite les autres gourdes, j'ai 2 gourdes en fait qui font 950 millilitres, donc des grosses gourdes, dans lesquelles je mets 2 electrolyte shots. Donc il y a de la glycérol dedans. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais Oui. c'est très pratique pour garder l'hydratation au niveau intracellulaire en fait. Mais bon, en général, ça marche comme. Il n'y a que 10 grammes en fait dans un sachet d'électrolyte shot, et c'est D'accord. un espèce de petit gel en fait, c'est un mini gel qu'on met dans l'eau. Mm. Donc voilà, moi, ce que je disais, je sépare vraiment la nutrition de l'hydratation pour moi. Comme ça, en fait, je peux aussi jouer en fait avec. Parce que c'est plus facile de prendre les gels dans des moments où l'intensité est basse. Et l'hydratation dans des moments un peu où c'est dur, où il y a une attaque ou un col. Donc Mm. j'aime bien moi avoir cette variation. Et ensuite je vais avoir un mix dans mon cadre qui est le power carb je sais pas le mot, grapefruit, pamplemousse. D'accord. Là il y a à peu près j'ai 60 grammes de glucides dans 800 millilitres d'eau. Donc voilà, moi c'est ça ma répartition. Et ensuite je prends des gourdes sur la course, mais généralement j'essaie d'être dépendant au maximum que d'eau, Mm. parce que les produits, j'aime pas forcément les produits qu'on nous donne sur Ironman. Très bien, merci, c'était très clair. Merci pour ta réponse. On va prendre une dernière question. Euh, Que penser de la vision nutrition sportive scandinave, donc ce qui est notamment montré avec les skieurs de fond, certains grands coureurs à pied norvégiens notamment en athlétisme, avec une approche très quantité et beaucoup moins qualité, beaucoup de nourriture ultra transformée, des bonbons, etc. dans le quotidien. Quel est l'impact sur la performance à plus ou moins long terme? Alors on en a un peu parlé, hein, c'est vrai que c'est une alimentation très avec un objectif performance où on apporte l'essentiel, certains macronutriments, les glucides, et on pense un petit peu moins au reste, on va dire la micronutrition, aux petits éléments qui sont les vitamines et les minéraux et les fibres aussi. Donc c'est moins santé, c'est beaucoup plus transformé où le sportif va à l'essentiel. Mon avis, c'est qu'il faut une combinaison un petit peu des deux, comme on a présenté. Je pense que la plupart du temps, à la maison, à l'entraînement, je pense qu'il faut privilégier quand même une alimentation avec des aliments naturels et pas transformés. On a parlé des fibres aussi, pour être en bonne santé et avoir une bonne comment dire, flore intestinale, moins d'inflammation aussi. Et à l'approche des moments importants, des moments clés, des compétitions, on pourrait basculer sur une alimentation plus performance. Les conséquences à long terme, on les connaît pas trop. Sur la performance, hein. Sur la santé, on les connaît un petit peu, hein. L'alimentation ultra transformée peut vraiment perturber notamment la flore intestinale, créer de l'inflammation. Euh, Chez la population générale, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire. Certains se mettent à manger plus parce qu'ils mangent des aliments transformés. Ça peut perturber le sommeil aussi. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est mon avis sur la question, mais on n'en a pas beaucoup de données concrètes sur les effets sur la performance. Euh, voilà, on a pris pas mal de questions. On en vient à la fin de ce webinaire. On a vu pas mal de sujets. Merci beaucoup, Sam, pour ton temps, pour les réponses à toutes les questions. On a vu, hein, si je résume, hein, qu'il fallait manger des glucides, bien sûr, pour être performant. Il fallait les adapter à la durée et à l'intensité de l'effort.
on a vu que l'entraînement intestinal, il était capital parce que on ne peut pas suivre tout de suite des recommandations d'apport très élevés et faire comme les pros. Il faut du temps et pour certains, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas forcément nécessaire de monter très haut. Ça va dépendre des besoins et également de ce qu'on est capable de faire, de son confort gastro-intestinal. On a parlé d'hydratation, hein, séparer hydratation et apport glucidique et ravitaillement pour faire en sorte que l'apport glucidique soit relativement stable et si on a plus soif, on boit plus, hein. Et puis on a vu à la fin, je pense que vous pourrez avoir les slides ou un enregistrement du webinaire. On a vu un petit peu des erreurs fréquentes et l'approche de la course avec des éléments concrets hein, sur comment périodiser les apports à l'approche de la course, avec peut-être certains aspects un petit peu moins santé, mais plus tournés vers la performance dans les choix alimentaires avant une course. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Merci beaucoup encore Sam pour ta disponibilité. Et puis on te Merci souhaite à toi. Et plein de bonnes ouais, choses. c'est avec plaisir et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, nous deux, on reste en contact. Et, euh, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci à tous. À bientôt. Et ciao. Au revoir.